Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cœur de Mission. Bouclez vos ceintures, nous partons pour le Timor oriental. C'est ici qu'Héloïse a vécu 2 ans de mission. Enseigner l'anglais, un défi qu'elle n'avait pas vu venir et qui pourtant l'a changée. Face aux réalités d'un pays où l'accès à l'emploi est un combat, elle a accompagné ses élèves bien au-delà des cours de grammaire. Prendre confiance en eux, oser et rêver plus grand. Au fil de cette aventure, Héloïse a aussi découvert en elle des ressources insoupçonnées. Elle nous raconte. Bon dia, c'est bonjour en tétoune. Donc je suis Héloïse. Je suis partie au Timor oriental en mission de 2021 à 2023 pour être professeure d'anglais. J'étais au service du diocèse, dans l'archidiocèse de Dili, la capitale du Timor. Et donc j'ai travaillé 2 ans avec des jeunes qui travaillaient avec moi aussi dans la formation et dans l'évangélisation, également dans les campagnes et dans les paroisses de la capitale. Quand je suis arrivée sur place, mes premières impressions, alors tout d'abord, en sortant de l'avion, nous sommes arrivés en décembre. En décembre, quand on part de Paris-Charles de Gaulle, il fait 5 degrés. Nous sommes arrivés à Dili, il faisait 32 degrés à 6 heures du matin, avec une chaleur humide, mais voilà, c'était vraiment, vraiment intense et humide. Et donc nous avions nos sweats, nos beaux sweats Fidesco que nous avions portés dans l'avion tout fiers. Et quand nous sommes arrivés, la première chose déjà, c'est qu'on a enlevé nos sweats. Et c'était une impression un peu suffocante de cette humidité ambiante qui était presque 100% d'humidité. Donc ça, c'était la vraiment première impression en descendant de l'avion. Et la deuxième, c'était le paysage magnifique avec les montagnes, puisque ça ressemble un peu à Hawaï en fait, la topographie, et très vite ça part dans les montagnes, ça part en hauteur, et donc c'était vraiment plein d'arbres, les palmiers, les couleurs, tout était vif et c'était magnifique. Au Timor, moi j'étais logée, alors j'ai eu 2 logements pendant les 10 premiers mois de ma mission. J'étais logée au sein même du centre pour les jeunes où je travaillais, le centre de Cézanne. Donc c'était une petite maison, en fait c'était, on appelait ça la Kobe House. C'est vraiment une maison un peu en plastique, en préfabriqué. Donc il faut savoir qu'il faisait assez chaud à l'intérieur. C'était modeste, effectivement. C'était vraiment, il y avait un endroit pour avoir un salon. Il y avait quand même 3 chambres et une toute petite cuisine avec une courette pour étendre le linge. Mais voilà, on a fait notre chez nous dans cette maison, et c'était vraiment, j'étais à 30 secondes, il faut savoir, de ma salle de classe, donc c'était assez pratique pour aller travailler. Et ensuite, nous sommes allés habiter avec Ombline, donc ma binôme, juste de l'autre côté de la cathédrale, donc c'est vraiment aussi pas loin de mon lieu de travail en mission, où là c'était une plus grande maison et on pouvait accueillir en fait les autres aussi volontaires qui venaient régulièrement à Dili, les autres volontaires Fidesco qui étaient jusqu'alors à Bokao, donc c'est à peu près à 3 à 4 heures de route de Dili, et donc on pouvait les accueillir. C'est vraiment devenu la maison Fidesco. Quand je suis partie en mission, je cherchais beaucoup de choses. Je cherchais d'abord l'aventure, le don aussi, le service, de me mettre au service, le sens de ce que j'allais faire pour me mettre au service des autres. Et aussi, j'attendais aussi de recevoir, je savais que j'allais recevoir, et j'étais en attente aussi de découvrir des autres, vraiment d'apprendre de l'autre. Parce que je savais que j'allais dans une culture complètement différente à la mienne, avec une façon de vivre, avec des coutumes, avec une langue différente. Donc vraiment, j'avais soif d'apprendre, j'avais soif de découvrir et d'apprendre et de découvrir plein de choses. Mes journées étaient assez bien rythmées parce que je commençais le matin, généralement vers 8 heures du matin. Et ensuite, j'avais des cours jusqu'à midi. Il y avait une pause de 2 heures. Et je reprenais ensuite vers 14 heures jusqu'à environ 18 heures. Et donc, j'avais différentes classes, différents niveaux. Mes étudiants aussi avaient des âges très différents. J'avais des étudiants qui pouvaient avoir, ça allait de 5 ans à 40 ans. Voilà, donc c'était vraiment très intéressant, assez challengeant aussi, puisque je n'avais jamais été professeure de ma vie auparavant, parce que j'ai une formation d'infirmière et ensuite j'ai fait un master dans le management de l'économie sociale et solidaire. Donc vraiment pas grand-chose à voir avec le métier de professeur, et encore moins de professeur d'anglais, puisque c'est pas à l'école infirmière que j'ai appris à parler anglais, ni pendant mon master. Donc ça, c'était un grand défi pendant ma mission, et ça m'a aussi permis de découvrir des compétences insoupçonnées, intrinsèque, vraiment insoupçonné, où je me suis mise à apprendre l'anglais en enseignant l'anglais. Voilà.
puisque je ne parlais pas bien l'anglais avant. Et je suis partie aussi avec une binôme américaine. Donc ça m'a aussi aidée et forcée à sortir de moi-même et à oser parler dans une autre langue. Et puis j'avais 2 langues à apprendre puisque au Timor, nous parlons Tetun. Les Timorais parlent Tetun et portugais, mais principalement Tetun, une des langues officielles. Me voilà arrivée au Timor et j'ai eu 3 mois pour apprendre l'anglais de façon un peu intensive avant que les cours commencent. Et puis en même temps le Tetun pour pouvoir aussi échanger avec mes étudiants puisque mes étudiants avaient un niveau très basique et les premiers cours, c'était vraiment pour apprendre à se présenter. Et je me souviens, la première chose que je disais à mes étudiants, c'est: bienvenue en cours, nous sommes tous étudiants ici, moi y compris. Et je me souviens, à chaque fois, j'avais une grande joie de lire puisque je les voyais avec leurs yeux écarquillés en disant mais elle est professeure et elle ne sait pas tout. Et c'était justement, ça donnait lieu à de grands échanges et une grande confiance aussi qui s'est installée avec mes étudiants. Donc c'était une vraie richesse. J'ai eu 3 mois pour apprendre l'anglais puisque quand je suis arrivée donc en décembre, il faut savoir que c'est là en pleine saison des pluies. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faisait très, très humide. Et donc quand je suis arrivée, donc c'était le moment de Noël, c'était les fêtes. Et au Timor, les fêtes prennent une place vraiment prépondérante dans la vie, dans la société. Et donc il n'y avait pas de cours puisque en fait j'ai compris très vite pourquoi il n'y a pas de cours pendant la saison des pluies. Eh bien parce que les murs et le plafond et le toit sont faits souvent de tôle, ou au moins le toit. Et donc quand il pleut au Timor, on peut parler avec les personnes qui sont avec nous dans la salle. On ne s'entend pas, c'est pas possible. Donc ça m'est arrivé 2 ou 3 fois d'essayer de faire court quand il pleuvait. Mais alors j'avais beau crier et essayer de faire des gestes, c'était assez drôle puisque mes étudiants ne me voyaient pas puisqu'il y avait aussi des coupures d'électricité. Donc j'étais dans le noir à essayer d'enseigner l'anglais. Donc voilà, j'ai vite compris pourquoi il n'y avait pas d'école pendant 3 mois. Donc voilà, je suis arrivée dans cette période creuse justement où finalement ça m'a vraiment permis de me construire une pédagogie, de me construire un programme en fait scolaire puisque aussi j'ai eu une grande chance dans ma mission, c'est que tout était à construire et mon partenaire avait une grande confiance et donc j'avais à créer tout un programme pédagogique pour mes étudiants que je ne connaissais pas encore, que j'allais connaître vraiment le jour de la rentrée et donc j'ai dû m'adapter aussi au fur et à mesure à leur niveau, à leur culture aussi, puisque je me suis aperçue qu'enseigner en France et enseigner au Timor, ce n'est pas la même chose. La mission m'a mis aussi devant le fait que j'étais capable de plein de choses dont je ignorais même que j'en avais les compétences. Premièrement, le métier, parce que c'est un métier, l'enseignement. Ma maman étant institutrice, je voyais à quel point ça demandait du travail, de la préparation, aussi des connaissances du métier. Dans l'enseignement, la pédagogie également. Alors, j'ai été cheftaine scout pendant quelques années, mais ce n'est quand même pas le même métier. C'est pas un métier, c'est quand même différent. Et en fait, j'ai découvert que j'aimais ça. J'aimais beaucoup ça. C'était comme un laboratoire en fait de tests où en fait mes cours c'était des sessions de 3 mois. Donc j'avais mes étudiants pendant 3 mois et c'était des cours assez intensifs puisqu'ils avaient minimum 2 heures d'anglais par jour. Donc voilà, donc c'est des étudiants aussi qui revenaient tous les jours. Donc j'avais l'occasion de les voir régulièrement et de pouvoir aussi leur parler aussi facile pour moi de comprendre ce qui allait, ce qui n'allait pas. Ça m'a demandé aussi beaucoup d'analyse, parce que jamais ils me disaient qu'ils ne comprenaient pas, mais par leur attitude aussi, d'essayer de comprendre ce qui passait, ce qui passait pas. Et donc du coup, je me suis amusée à créer des choses, à créer des pièces de théâtre, à créer des groupes de discussion, des débats, à faire des jeux, à faire des jeux de rôle, à l'oral, etc. Et ça m'a vraiment amusée. En fait, j'ai un peu créé des cours d'anglais que j'aurais bien aimé avoir en France. Et en fait, je me suis rendu compte que ça plaisait plutôt à mes étudiants qui revenaient même souvent. Ils avaient, donc, comme je disais, des sessions de 3 mois et ils voulaient même revenir pour avoir 6 mois de cours. Et voilà, et ça me faisait plaisir aussi puisque je les voyais progresser et aussi aimer ça. Et c'était quelque chose aussi dont nous avions en commun, c'était la peur de parler, la peur de la langue anglaise. J'avais très peur de parler anglais avant de venir au Timor. Et donc, ça m'a vraiment forcée à sortir de moi-même et à me dire, mais en fait, j'en ai les compétences, je sais le faire. Et les barrières, elles sont internes. Donc, et au Timor, la mission en fait aide à briser ces barrières puisque les gens ne les voient pas et n'en ont rien à faire puisque en fait eux ils attendent qu'on les aide, ils attendent de construire avec nous, de travailler ensemble et donc du coup j'ai été amenée à donner des discours en anglais, des discours en Tetun, à enseigner la méthodologie de l'écriture à l'université du Timor qui venait d'ouvrir et du jour au lendemain j'avais 2 jours pour préparer un programme pédagogique
pour l'université, pour des étudiants du coup universitaires. Donc j'avais aucune connaissance de la matière, si ce n'est que je l'avais reçue en France. Mais encore une fois, tout était nouveau et donc voilà. Et ça, toute cette nouveauté-là, en fait, ne m'a pas fait peur. Elle m'a donné de l'énergie, elle m'a donné envie de me donner encore plus. Et puis j'étais curieuse de tout, curieuse de voir en fait comment ça allait se passer et voir aussi les Timorais qui n'avaient pas peur, qui mettaient en fait leur confiance en moi, m'a juste aidée à avancer et à me dire let's go, allons-y. Le plus important dans ma mission en tant que professeur, c'était surtout... Alors, c'était quand même les faire progresser en anglais, puisque l'anglais était important pour eux pour trouver un travail. Et là, le travail, trouver un travail quand on est jeune au Timor, c'est vraiment un défi. Un des défis numéro 1 d'ailleurs de la société timoraise, puisque les jeunes de moins de 30 ans, pour la plupart, sont au chômage, ils n'ont pas de travail. Et donc, c'est pour ça qu'ils continuent d'ailleurs, on voit les jeunes faire des études pendant 5, 6, 7, 8, 9 ans, puisque en fait, à la clé, il n'y a pas forcément de travail, ou alors ils savent qu'ils vont rejoindre leurs parents dans les champs ou dans une petite entreprise locale ou familiale. Ma mission, c'était de leur faire comprendre qu'ils avaient aussi des compétences intrinsèques, internes, et qu'ils avaient de la valeur et qu'ils pouvaient développer ces compétences-là pour trouver leur propre voie. Et donc, mes cours d'anglais se sont aussi un peu transformés en cours d'orientation, orientation professionnelle, professionnalisation, etc. Donc, on a créé des CV, on faisait aussi, je leur faisais passer des entretiens en anglais, puisque au Timor, il y a beaucoup d'ONG qui sont américaines, qui sont australiennes et qui embauchent aussi des Timorais. Et donc, beaucoup de mes élèves voulaient être embauchés, trouver un emploi dans ces ONG-là, mais le critère, c'était parler anglais. En fait, ça accompagnait un projet professionnel. Et donc, moi, je les ai accompagnés dans ce projet professionnel en leur enseignant l'anglais et un anglais assez pratico-pratique pour qu'ils puissent s'en saisir tous les jours et pour leur futur. Et puis leur donner confiance en eux. En fait, mon but, c'était leur donner confiance, sachant que le système éducatif aussi au Timor est un système éducatif en pleine construction, parce que c'est un tout jeune pays, il est un pays indépendant depuis 2002, donc en pleine construction. Et vraiment, l'éducation est le défi numéro 1 de ce pays, tout le monde le reconnaît. Et donc, même les étudiants, eux, ils avaient aussi soif d'apprendre, pourquoi pas aussi enseigner après l'anglais. Et d'ailleurs, j'ai certains de mes étudiants qui sont devenus professeurs d'anglais. L'être était important dans cette mission, puisque sans être attentive, sans être patiente aussi, parce que ça m'a demandé un grand travail de patience, sans être vraiment, ce que je disais, attentive à leurs besoins. Et j'ai dû comprendre aussi ce qui jouait pour eux, dans leur famille, dans leur vie et dans leurs projets, qu'est-ce qu'ils souhaitaient faire. Donc je devais mon objectif, c'est de leur donner un espace de parole, un espace de discussion aussi entre eux, où ils s'entraînent les uns les autres. Et donc ils ont créé aussi des groupes de révision ensemble, etc., pour qu'ils puissent continuer à apprendre l'anglais ensuite ensemble. Et vraiment, ça leur a permis de donner un espace de parole, un espace de discussion et très sécuritaire. Et puis je leur disais des fois dans mes phrases, je dis « Ah là, par exemple, ce que je viens de vous dire, c'est faux. J'ai fait une faute de grammaire ou une faute de tournure de phrase, le mot n'est pas bien placé. Alors on va prendre comme exemple la phrase que j'ai faite, donc l'erreur que j'ai faite. Où était cette erreur? Et dites-moi ce qu'il faudrait faire. Et donc, ça leur a permis en fait de leur dire très bien, notre professeur fait des erreurs, donc on a aussi le droit d'en faire. Le fait de faire des erreurs, moi, je les encourageais à en faire. Parce que dire faire des erreurs, c'est dire que déjà vous osez. Et donc, c'est une bonne chose. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, puisqu'on se souvient de ses propres erreurs. Et donc, et moi, je m'en suis aperçue moi-même pendant cette période de mission. Le moment fort de la mission. Alors, il y en a tellement, mais pour le mettre un peu en lien avec ce que je viens de dire, ce serait la pièce de théâtre. En fait, mes étudiants, juste avant que je parte, en fait, mes cours se sont vraiment terminés 3 semaines avant que je ne parte de ma mission. Et mes étudiants, pendant leur cérémonie de remise de diplôme, parce que là-bas, la cérémonie de remise de diplôme est très, très importante, nous avions préparé une pièce de théâtre ensemble, et c'était Le Petit Prince. Et donc, bien sûr, en anglais. Et c'était super beau pour moi de les voir jouer avec grand plaisir, avec un super accent en plus. Et donc ça, c'était une grande joie pour moi. Et en fait, c'était une joie commune parce que ils étaient si fiers d'eux et en disant c'est nous qui l'avons fait. Pendant vraiment 30 minutes, nous avons été sur scène ensemble et ils se sont vraiment donné, ils ont créé leurs costumes, ils sont allés jusqu'au bout pour créer cette pièce de théâtre. Et donc voilà, c'était avec grande joie que nous l'avons présentée ensemble. Et on a tous salué après sur scène devant l'ensemble de leur famille, l'ensemble aussi devant mon partenaire, donc Amos Erilio, qui était le directeur justement de ce centre de formation.
Et puis, il y avait des représentants aussi du cardinal, enfin voilà, des personnes quand même importantes. Et donc, c'était très important pour eux de pouvoir présenter cette pièce de théâtre lors de leur remise de diplôme. J'étais la dernière à recevoir mes missions. Tous les volontaires venaient me voir, alors, t'as reçu ta mission? Bah non, toujours pas. Et donc j'étais persuadée qu'à la fin du week-end préparation au départ, j'allais pas l'avoir et c'était OK. Enfin vraiment, je m'étais fait une raison. Je me suis dit, bon, tu vas repartir sans avoir ta mission, mais c'est pas un drame en soi. Parce qu'ils ont bien une mission pour toi. Ils vont bien trouver. T'as été infirmière, tu sors d'un master en management dans l'économie sociale et solidaire, t'as été scout pendant plus de 10 ans. Bon, on va bien trouver une mission qui te convienne. Juste avant la messe, donc le dimanche, donc vraiment vers la fin du week-end, il y a Angelica, qui sera ensuite ma coordinatrice de mission, qui vient me voir juste avant que la messe ne démarre et me dit « ça y est, on a la mission » en fait. Et je comprenais pas ce que tout le monde me disait. Enfin, j'étais avec d'autres volontaires qui faisaient « ça y est, c'est ton moment !» Je comprenais pas. J'avais vraiment pas compris. Et donc là, Angelica me dit « alors écoute, Héloïse, tu pars au Timor oriental ». Alors sachant que la veille, on a eu un petit film sur le Timor oriental et j'avais complètement oublié. Et j'étais le Timor oriental, alors je ne sais pas où c'est. Et pour être professeur d'anglais, alors là, c'en était trop. J'étais non, avec Alexandria, une américaine. Ah, bon, il faut savoir que je ne souhaitais pas partir en Asie, je ne voulais pas être enseignante, et j'avais comme vraiment grand désir d'être avec une binôme française, puisque pour moi, partir au loin dans une autre culture, il faut quitter sa terre, tout ce qu'on connaît. Avoir un binôme français, pour moi, était vraiment quelque chose de très important pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir partager des choses. Et donc Asie, enseignement, avec une binôme américaine. Là, j'étais pas très bien pendant la messe. Pour tout vous dire, j'étais pas très bien. Et en plus, j'avais ma responsable pays, donc Cécile, qui était juste derrière moi. Et je me souviens me dire intérieurement, surtout ne pleure pas, parce que ta responsable pays est derrière toi. Donc, intériorise, ça va bien se passer. Et puis, la messe se passe et je déjeune avec les autres volontaires qui sont souvent très contents pour la plupart de leur mission. Et moi, j'étais fermée, vraiment fermée. Mais qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Comment je vais pouvoir me débrouiller et enseigner l'anglais alors que c'est une langue que je ne maîtrise pas, avec une binôme avec laquelle je ne vais pas pouvoir converser. Ça, c'était vraiment le challenge. Sur mes 2 ans de mission, du coup, j'ai eu deux binômes. Donc, ma première binôme, Alexandria, qui est américaine, et ensuite Ombline, qui était française, avec qui j'ai partagé la dernière année de mission. Alors, ce qui m'a le plus marqué d'un point de vue culturel au Timor, c'est la place des événements, la place de la fête, la place des mariages, des enterrements, des fêtes nationales, etc. En fait, le être ensemble au Timor, c'est primordial. Ils vivent ensemble, ils vivent d'ailleurs sous le même toit, hein, les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, souvent vivent ensemble. Et c'est vraiment important pour eux de partager les événements ensemble, et ça va rythmer la vie des familles, des Timorais. Ça rythme vraiment leur calendrier, leur journée, leur mois. Et donc, et c'est tellement important que ça va prendre plus d'importance, par exemple, que aller au travail. Moi, le matin, par exemple, je ne savais pas combien d'étudiants j'allais avoir dans ma classe, puisque il y en avait toujours un qui était reparti dans sa famille dans les montagnes pour un enterrement ou une fête, etc., de familiale. En fait, il n'y avait pas de questions à avoir. Pour eux, il n'y a pas de questions. C'est la famille avant le reste. Les fruits, je dirais, donc déjà d'avoir compris et d'avoir expérimenté le fait que j'étais capable de choses dont je ne soupçonnais pas l'existence. Et puis les fruits aussi, c'était l'amitié. Une grande amitié aussi avec Ombline, ma deuxième binôme, où nous étions très différentes et nous en sommes vite aperçues. Donc ça a été aussi un défi pour nous de trouver chacune notre rythme, puisque nous étions en 2 rythmes différents. Ombline arrivait et moi, ça faisait déjà 1 an que j'étais au Timor. Mais c'était vraiment, le fruit de cette mission, c'était vraiment cette amitié-là qui s'est construite et qui existe toujours d'ailleurs. Et puis les amitiés qui se sont construites aussi tout au long de ma mission avec les Timorais, puisque ça reste un pays asiatique où donc l'amitié se construit au fur et à mesure et demande un temps long. Le fait de faire une mission longue a toute son importance, parce que au Timor, au bout de ma première année, j'avais peu quand même d'amitié forte. J'avais des connaissances, des gens avec qui j'aimais bien
aussi sortir et des gens qui aimaient aussi ma compagnie, mais ça restait assez superficiel. Et dans ma 2e année de mission, vraiment, j'ai pu construire des relations durables, des amitiés vraiment durables et qui durent encore maintenant. Alors, je les appelle pas tous les jours, on s'appelle pas toutes les semaines, mais j'ai de leurs nouvelles régulièrement. Ils m'envoient des photos ou des messages pour mon anniversaire, pour Noël, pour le Nouvel An, etc. Et ça, c'est précieux, en fait. Et ça dure, parce que ça fait plus d'1 an que je suis rentrée de ma mission. Et les messages sont toujours là. Et c'est vraiment des échanges aussi que nous avons pu avoir, très profonds, vraiment, sur leur vie, sur leur situation, sur leur pays aussi, puisque ça les concerne beaucoup. Les Timorais sont vraiment très concernés par l'avenir de leur pays, et notamment les jeunes. Et ça, c'est des super belles discussions que j'ai pu avoir avec eux pendant mes cours, pendant les groupes de débat. Avoir pu aussi juste les regarder échanger, en fait, et être témoin de ça. Ça, c'est un des fruits que je retiendrai aussi. Et un autre fruit dont je me suis aperçue, en fait, en revenant en France et en habitant à Paris, ville où j'avais jamais habité avant, où je n'avais jamais habité avant, c'est la proximité aussi que je peux avoir avec les gens, plus simple. Parce que j'étais assez timide avant, où j'allais pas forcément voir les gens ou leur parler de façon spontanée. Et là, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive plus régulièrement, et même à prendre du recul aussi face à cette situation. C'est-à-dire, pourquoi la personne réagit comme ça ? C'est pas parce qu'elle a passé une mauvaise journée, ou alors parce que c'est son caractère, ou parce que ça vient de son histoire. Avoir habité au Timor m'a permis de prendre du recul et de m'ouvrir à d'autres réalités, de m'ouvrir à d'autres possibilités aussi qui peuvent arriver, etc. Donc du coup, m'a ouvert dans la relation que je pouvais avoir avec les autres. Ce que je dirais aux volontaires qui s'apprêtent à partir, ou alors aux candidats ou aux personnes qui se posent la question de la mission avec Fidesco, je dirais que c'est faire confiance. Alors faire confiance, se faire confiance déjà, et puis aussi faire confiance à Fidesco. Parce que moi, quand j'ai reçu ma mission, comme je vous disais, j'ai pas compris. J'étais même un peu en colère, en fait, en me disant mais pourquoi on m'envoie là pour être enseignante. Et finalement, en fait, c'était vraiment là où était ma place. Et heureusement, je suis très contente d'être partie au Timor et non pas en Afrique ou en Amérique latine. C'était là où on m'attendait et où mon partenaire m'attendait, puisque les partenaires reçoivent les CV, etc. Donc, ils savaient qui j'étais en arrivant. Et vraiment, donc voilà, faire confiance à Fidesco et se faire confiance en se disant, nous avons les ressources. Et Fidesco le sait. Des fois, les volontaires le savent pas forcément, et c'était mon cas. Moi, je ne le savais pas. Donc voilà, la confiance. Merci Héloïse de nous avoir fait plonger au cœur de ta mission. Tu es partie avec des doutes et revenue avec des certitudes. Chaque volontaire a en lui bien plus de ressources qu'il ne l'imagine. Héloïse en est la preuve. Parfois, il faut oser l'inattendu pour se découvrir soi-même et révéler des forces insoupçonnées. Si son témoignage vous a inspiré, n'hésitez pas à partager cet épisode et à nous suivre sur nos réseaux. Et qui sait, peut-être que la prochaine mission Fidesco vous attend. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cœur de Mission. Et cette fois-ci, nous partirons pour la Thaïlande. À bientôt!